Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur les antennes de la RTI. C'est le grand jour pour la population du Woroba. Le président de la République y entame ce mercredi une visite d'État. Alassane Ouattara va parcourir les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou. Il communiera avec ces populations du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, occasion pour lui de toucher du doigt les réalités parfois difficiles de ses concitoyens. Touba, porte d'entrée dans la région. L'atterrissage de l'avion présidentiel est prévu pour tout à l'heure et ce sera en direct dans environ un quart d'heure. Mais avant, nous vous proposons les commentaires et analyses de nos consultants sur ce plateau. Claude Saï, bonjour. Bonjour Sylvie. Je rappelle que vous êtes politologue. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est un devoir. Vous serez en ce jour accompagné de Jean-Claude Koulibaly, journaliste politique au quotidien Le Patriote. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sylvie. Et merci de votre présence sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, je vais commencer avec vous. On va essayer de comprendre la dénomination de cette localité, la région du Woroba. Quel sens donner à cette dénomination? Woroba, tout dépend. Vous savez que c'est la tonalité. C'est la tonalité qui donne le sens aux mots dans nos différentes langues. Woroba, dans un premier temps, on peut dire Woroba, c'est la noix la Kola. Cité de la Kola. La Kola, donc c'est, si vous voulez, la région de la Kola. Le Worodougou, le Woroba. Woroba pour dire véritablement le grand Worodougou, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ça, Woroba, donc la cité de la Kola. Mais lorsqu'on change parfois de tonalité au niveau de ce mot, on peut avoir trait à la naissance. Voilà, donc la terre à laquelle on se reconnaît, etc. Nous sommes fiers. Voilà, c'est ça. Donc ça vous dit que ça dépend de la tonalité. Mais dans l'entendement de tout le monde, depuis longtemps, le Worodougou, le Woroba, c'est véritablement ce qu'on appelle la région de la Kola. D'accord. Alors, Claude Saï, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qui a été dit? Non, je pense que Jean-Claude a parfaitement campé le décor. C'est vrai que les appellations dépendent très souvent, se font à partir de certains contextes, mais dans l'imagerie populaire, dans l'entendement de tous, Woro, la Kola, Worodougou, c'est vraiment la cité de la Kola. Surtout que Séguéla constituait une plaque tournante. C'était un carrefour, un passage obligé de tous les commerçants de cola, de sel qui venaient depuis l'empire du Madin et qui descendaient jusque dans les profondeurs de la Côte d'Ivoire. Elle passait par Séguéla. Et je pense que cela va être repris. C'est vrai que la voie a été déviée depuis que Fer Kessodougou. La cité de la Kola a été déplacée. Celle que les Ivoiriens connaissent, c'est bien Anyama. Voilà. Oui. Mais Worodougou, Woro, c'est vraiment la cité de la Kola, bien sûr. D'accord. Ben, on va retenir ces deux significations. Je pense que c'est plus sûr pour nous de ne pas se tromper. Tout à fait. Le Woroba, c'est bien 3 régions, comme on peut le voir sur la carte, si la technique nous le permet. C'est la région du Worodougou, élargie au Bafing et au Béré. C'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la terre qu'habitent les peuples Maouka, Koyaka et Maou. Voilà, c'est maintenant on aperçoit la carte. En plus de ces 3 peuples, il y a d'autres ethnies qui vivent sur cette terre. Claude l'a dit tout à l'heure, terre carrefour de commerce, forcément, ça attire... Oui, bien sûr, il y a des sous-groupes tels que les Koro, les Mona, etc. qui habitent dans la région de Konaïri, c'est les Mona qui y sont. Et on parle même parfois des Ouan, voilà, qui y sont. Et il y a aussi au niveau de Teningwe, c'est le peuple Koro, en fait, qui vit. Et bon, à Mankono, c'est le peuple Koyaka, à Séguéla, c'est le peuple Koyaka. Mais dire aussi qu'il y a aussi les Malinké qui se sont fondus véritablement dans toute cette population. En plus des Malinké, Claude, il y a aussi des Yakuba, des Guéré. Vous prenez par exemple la région de Touba, vous avez 2 tiers de Maouka et 1 tiers de Yakuba. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle ils ont eu du mal d'ailleurs même à donner une appellation à cette région-là. Au départ, on voulait bien dire la région du Maou, mais ils ont tout de suite pensé au tiers de la population qui est Yakuba. Donc c'est la région du Bafing. Surtout que Touba est délimité par 3 grands fleuves. Vous avez, en allant vers Biankouma, le Bafing, qui est l'eau claire, qui porte donc le nom de la région. En allant vers Odiéné, vous avez le Badjé, l'eau claire, pardon, et le Bafing, l'eau noirate. Et puis, en allant vers Séguéla, vous avez la Maraoué. Alors, vous avez tous ces peuples-là qui se retrouvent. Et on ne pouvait donc pas penser qu'il n'y avait que des Koyaka. C'est une terre carrefour, une terre d'hospitalité. Il faut préciser aussi que dans la région de Dianra, il y a aussi les Sénoufos. Il y a les Sénoufos aussi qui sont véritablement dans cette région.
Voilà, vous prenez la région de Dianra, un peu au nord de Kani, etc. Tout ça, c'est le peuple Sénoufo. Donc c'est pour vous dire que c'est véritablement une région carrefour. Une région où vraiment il y a un melting pot, il y a vraiment une diversité ethnique. Voilà. D'accord. Alors, si la technique nous permet, on va aller à la découverte de cette région avec Abou Sanogo qui nous a fait la monographie du Woroba. Le département de Séguéla est situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il forme avec celui de Kani la région du Worodougou et avec ceux de Mankono et de Touba le grand district du Woroba. Séguéla compte 7 sous-préfectures fonctionnelles. Séguéla, Sifié, Douala, Massala, Worfla, Bobi et Diarabana. 5 sous-préfectures sont fonctionnelles à l'exception des sous-préfectures de Bobi et Diarabana nouvellement créées. La sous-préfecture de Kamalo, bien que créée, n'est pas encore ouverte. Et les populations de cette localité sont sous la gestion administrative du sous-préfet de Sifié. Quant au département de Kani, il se compose de 4 sous-préfectures, à savoir Kani, Djibrosso, Morondo et Fadjadougou, et de 3 communes, Kani, Djibrosso et Morondo. Le peuplement de la région du Worodougou, plus précisément de Séguéla, s'est fait par plusieurs vagues. Les Binaté, fondateurs, furent rejoints par les Diomandés qui jouent le rôle de chefs coutumiers. Le 3e groupe, arrivé de Mefoulé Bayou, dont le nom Bakayoko est une déformation linguistique. Et ils sont des marabouts et les garants de la religion musulmane dans la ville de Séguéla. La 4e vague, composée des Soumaoro et des Timité, sont les derniers à s'installer à Séguéla respectivement, l'un de la lignée guerrière et l'autre de celle des médiateurs. La population est composée essentiellement de Koyaka, appelés Worodougouka, qui constitue la population autochtone. D'allogènes ivoiriens tels que les Malinké, Sénoufo, les Maouka, les Odieneka, les Gourou, les Bété, les Dida, les Baoulé, les Agni, les Yakuba, les Oué et des ressortissants des pays de la CEDEAO. La principale religion est l'islam, tant à Mankono, Kani, Séguéla qu'à Touba. Les services déconcentrés de l'État y sont représentés. La circulation des personnes et des biens dans le district du Woroba se fait par voie terrestre. Les potentialités de ce district sont surtout d'ordre agricole et minier. Mankono est le chef-lieu de la région du Béré. Il est composé de 3 départements, Mankono, Dianra et Kounaïri. Quant au département de Touba, il est constitué de 3 départements également, Waninou, Koro et Touba. Il comprend 7 communes. Et c'est ce grand district qui reçoit le président de la République Alassane Ouattara pour amorcer son développement. Le département de Séguéla est situé dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et il forme avec celui de Kani. Merci à vous. Une monographie qui confirme donc ce qu'on disait sur ce plateau. Le Woroba, c'est une terre carrefour. Alors tout de suite, sous quel sceau peut-on placer cette visite d'État? Alors, c'est une visite qui va être placée sous le sceau du ressourcement. Je reste persuadé que dans l'une des phrases portant le commentaire de votre confrère tout à l'heure, c'est une terre d'islam, c'est vrai, mais c'est surtout une terre qui regorge de beaucoup de personnalités qui ont soutenu, accompagné le président Ouattara depuis les lustres de son combat pour l'accession à la magistrature suprême. Touba, c'est chez le gouverneur Aboulaye Fadiga, on en parlera tout à l'heure. Touba, le gouverneur Aboulaye Fadiga, qui a été le premier gouverneur de la BCEAO. Touba, c'est chez le ministre Bamba Vamoussa, un des très proches collaborateurs du président de la République. Ancien ministre de l'Éducation. Ancien ministre de l'Éducation, ministre de la Construction. Touba, c'est chez Ibrahim Bakayoko, l'actuel président du conseil d'administration de la CICOJ, qui est une des personnalités qui a été élevée par la mère du président Ouattara. Donc c'est un frère au président Ouattara. Le Worodougou, le Woroba, c'est Séguéla. Et tout le monde sait ce que Séguéla représente pour le président de la République. C'est chez le ministre d'État Ahmed Bakayoko, c'est chez le ministre Amadou Soumaro, secrétaire général par intérim du RDR. Le Woroba, c'est une visite de ressourcement que le président de la République va effectuer. C'est une terre qu'il a adoptée déjà de par ses fils. Et qui lui a donné, au-delà de tout ce que nous savons, toutes les bénédictions. C'est une terre d'islam, une terre de spiritualité, pardon, qui accompagnera donc le président dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc chacune des visites que le président effectue se situe à des moments clés de son cheminement politique. Et Touba vient, pardon, le Woroba vient juste après au dîner. C'est tout un symbole. C'est une visite de ressourcement au-delà de la dimension d'État qui se fera. D'accord.
Allez-y. On parlera au-delà de la visite de ressourcement, la visite aussi familiale. C'est une visite familiale, comme l'a dit. Toutes les personnalités qui ont été citées ont beaucoup compté, véritablement, pour le chef de l'État. On va ajouter à cette liste de personnalités le colonel-major Dosso, l'homme qui a été assassiné dans les circonstances qu'on sait. Il y a aussi au niveau du Béret, il y a le ministre d'État Moussa Dosso, il y a l'ancien président du Conseil général, qui est actuellement le PCA de l'ANARE, le maître Youssouf Fofana. Il y a également l'ancien directeur du cabinet adjoint qui est maintenant le conseil spécial des cultes. Alors une chose est sûre, on ne pourra pas faire une liste exhaustive des cadres venant du Woroba. C'est ça, le président de la République leur rendra hommage, ça c'est sûr. Voilà. Ça vous dit que véritablement cette étape, en tout cas des différentes visites d'État, compte beaucoup pour le chef de l'État et qu'il est chez lui. Et je pense que véritablement les différents meetings à travers toutes ces localités vont le démontrer. Alors Jean-Claude, vous êtes également, je l'ai dit en vous présentant, vous êtes journaliste politique. Oui. Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Il y a forcément un intérêt politique à cette visite. Oui, absolument. Vous savez, c'est une région, lors du scrutin de 2010, qui a donné véritablement l'un des meilleurs scores, en tout cas au chef de l'État. L'un des meilleurs scores au point que ça fait parler certaines personnes, où on a parlé d'un score à la soviète. Aujourd'hui, le président de la République vient dans cette région pour remercier en tout cas ses parents, pour remercier ses frères, pour leur soutien. Et il est normal qu'à l'approche encore d'un scrutin aussi important qu'est celui d'octobre 2015, qu'ils reviennent à quelques mois pour essayer un peu de non seulement leur remercier, mais aussi leur demander de lui renouveler sa confiance. De remobiliser l'électorat, Claude Sailly. Oui, remobiliser l'électorat, certes. Mais vous êtes d'accord qu'il y a un intérêt politique à cette visite d'État? Non, tout homme politique, quand il pose un acte, il y a obligatoirement un intérêt politique. Donc, nous n'allons pas nous voiler la face. Mais si nous restons sur un plan purement républicain, citoyen et démocratique, il s'agit d'une visite d'État que le président de la République effectue dans le district du Woroba. Donc c'est sur cet angle-là que nous allons apprécier cette visite d'État. C'est au cours d'une visite d'État qu'il a annoncé aux populations sa candidature. Oui, il s'agit d'un homme politique. Vous savez, ce n'est pas un homme d'affaires, il s'agit d'un homme politique dont les actes doivent être jugés au prisme de la définition de l'homme politique. Ce n'est pas un philanthrope, c'est un homme politique qui va vers les populations. Il est le président de la République de la Côte d'Ivoire. Il essaie d'apporter à chacune des régions un peu de son humanisme, un peu de ce qu'il peut faire, de ce qu'il a décidé de faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, bien évidemment, à l'orée de ces élections-là, il y aura un engouement politicien, donc une récupération qui peut être faite, mais au préalable, il faut rappeler que c'est une visite d'État qui s'inscrit donc dans la dynamique d'un chef d'État qui se rapproche des populations. Aller à la rencontre des populations. Aller à la rencontre des populations et leur apporter, à partir des préoccupations qu'elles auront adressées, leur apporter des réponses idoines et leur faire comprendre qu'au-delà des difficultés que nous avons connues, il y a de l'espoir. Donc c'est une visite qui va ressembler aux autres, sans grande particularité, aux précédentes visites d'État. Non, chaque visite a sa particularité. Alors, quelle peut être la particularité de cette région-là, justement? On l'a déjà dit, je crois que c'est une visite de ressourcement. Nous sommes dans une zone qui comporte suffisamment de cadres, mais beaucoup de fils qui l'ont soutenu. En y allant, c'est leur dire, attention, nous sommes à la manœuvre, nous sommes aux commandes, mais comprenez que la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer un virage très intéressant, mais très dangereux de son histoire. C'est ensemble que nous allons répondre aux préoccupations premières des Ivoiriens, qui sont le chômage, qui sont la cherté de la vie et qui sont la pauvreté. C'est ensemble qu'on va le faire. Vous m'avez soutenu à un moment donné de mon parcours politique. Vous avez permis que je sois le président de la République de la Côte d'Ivoire. Faites en sorte que dans l'union des fils que vous constituez, mais dans l'union de tous les Ivoiriens, nous puissions apporter des réponses idoines aux préoccupations des Ivoiriens. Donc ce sont des préoccupations évidentes, mais qui répondent de ces attributs de chef de l'État qui doit engager avec les populations. Merci bien Claude Sailly. Je rappelle que vous êtes politologue. Alors c'est un programme fort alléchant. Si la technique nous permet de le découvrir, c'est 9 localités à visiter, 8 meetings à animer. Donc tout à l'heure, après l'atterrissage de l'avion à Touba, le président de la République se rendra à Ouanénou, ensuite à Koro. Voilà, ensuite à Koro et demain 23, Touba pour le meeting.
Le 24, Mankono et Kunairi, meeting également. Je rappelle que demain, il y aura un conseil des ministres à Séguéla. Ensuite, le 25, ce sera Dianra et Kani. Et la grand-messe, Séguéla, le dimanche 26. Merci. Alors, vous voyez, quand vous présentez le programme, je vais rebondir rapidement. Vous imaginez que le président de la République a fait une visite en 2012 dans le Gontougo, dans le Boukani, 2013 par là, je crois. En 2012, novembre 2012. Voilà. Et vous voyez qu'il il ne s'est pas tenu un conseil des ministres. Et pour rattraper ce tort, le 29 de ce mois, un conseil des ministres aura lieu là, dans cette zone, alors qu'il y est déjà passé. C'est donc dire qu'il faut déconcentrer l'administration générale, aller vers les populations. Et ouais, au cours de ces conseils des ministres, les préfets de région ont le devoir de participer à ces conseils des ministres aux côtés du président de la République, du Premier ministre, de tout le gouvernement, et de présenter de façon très précise les difficultés, les préoccupations des populations. Donc, au-delà de la dimension électoraliste, il y a sérieusement une dimension démocratique et républicaine. Pour ajouter quelque chose à ce que Claude dit, c'est vrai qu'il y a une dimension électoraliste, il ne faut pas se voiler la face. Mais vous savez que le président, quand il va dans ces régions, il ne va pas les bras ballants, il ne va pas les mains vides. Il va véritablement avec des solutions, c'est-à-dire avec véritablement des réponses aux préoccupations de ces populations. Vous voyez qu'il y a des grands travaux qui se font dans toute la région du Woroba en ce moment. C'est vous donner un peu la dimension républicaine véritablement de cette visite. Il y a les routes qui sont faites à ce moment. Alors, tout à l'heure, on va parler des travaux effectués, mais s'il y a des travaux, et même sur la base des images que nos reporters nous ont fait parvenir, que les téléspectateurs d'ailleurs ont découvert, c'est une région très en retard. Oui, on peut le dire ainsi. C'est une région véritablement une région qui est un carrefour commercial. Aujourd'hui, le visage que la région nous présente n'est pas reluisant du tout. Oui, bon, ça c'est une évidence. En tout cas, vous prenez une région comme la région de Mankono, c'est la seule région qui n'est pas reliée par le bitume, en tout cas à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les Kazakhs, c'est un carrefour, les Kazakhs, mais ne sont pas reliés. C'est dû au fait qu'il y a eu à l'époque des travaux qui ont été effectués. Les routes ont été plus ou moins détournées, c'est-à-dire il y a les choses avec l'avènement de l'autoroute du Nord jusqu'à ce, c'est-à-dire que ces régions-là ont été plus ou moins enclavées et délaissées. Et donc, c'est ce qui a causé un peu le retard de ces régions. Mais sinon, comme Claude Saïl l'a dit tout à l'heure, c'était des carrefours. C'était des carrefours à l'époque où, véritablement, il y avait un grand foisonnement, en tout cas commercial. En tout cas, la région n'a pas tiré profit de ce commerce-là, Claude. Si vous voulez, elle a tiré profit à un moment donné de son histoire. Mais vous savez, ces infrastructures ont besoin d'être entretenues, d'être renouvelées, d'être réhabilitées. N'oubliez pas que nous avons connu 10 années, des années suffisantes de difficultés sociales et politiques en Côte d'Ivoire. Et s'il y a un manque d'entretien, bien évidemment, ces infrastructures vont se dégrader. C'est évident. Jean-Claude a dit tout à l'heure, regardez, Mankono qui n'est pas relié, par exemple, à Séguéla par une voie bitumée. Séguéla qui n'est pas relié à Daloa par une voie bitumée. Si bien alors ça prouve également qu'il y a eu un manque d'investissement parce que le bitume n'a pas été détruit, n'a jamais existé. Ah si, le bitume a existé entre Daloa et Séguéla. Et entre Daloa et Séguéla. C'est la raison pour laquelle, vous faites bien de poser cette question, Sylvie, c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que la première chose qu'il faille faire, c'est d'apporter le développement aux populations. Et que les querelles politiciennes, je ne parle pas des querelles politiques, les querelles politiciennes doivent se taire face aux souffrances des populations. Quand on arrivera à régler ces difficultés-là, on aura fait de la politique. Quand on aura réglé ces difficultés, on aura fait de la politique. On a assisté à une cérémonie de réconciliation de ministres de la région que je ne citerai pas. Non, c'est très bien. Il faut aller plus loin que cela. Il faut aller plus loin. Même ceux qui sont aujourd'hui de l'opposition doivent essayer d'intégrer ce processus-là, de sorte qu'au-delà des querelles partisanes, il y ait d'abord l'amélioration des conditions de vie des populations. Après, on se battra pour des questions idéologiques si elles existent ou pour des questions politiques ou politiciennes. Des questions de leadership. De leadership, c'est tout. Je pense que c'est des questions d'honneur. Donc, apporter le bien-être à ces populations-là. Vous avez parlé tout à l'heure du manque d'infrastructures, du manque d'investissement. Il y a des investissements. Regardez, vous prenez l'exemple de Touba.
il y a eu dans les années 90 un grand projet qu'on appelait le projet Soja, qui était piloté par la direction de contrôle des grands travaux, qui aujourd'hui est devenu le BNET. C'était pratiquement 300 000 hectares, un projet soja avec une culture motrice, c'était le soja, et tout autour vous aviez le maïs, vous aviez le riz, vous aviez la pomme de terre, pour sortir cette zone-là de la seule coton culture. Mais le projet soja n'est pas allé plus loin que ce que nous attendions. Il est mort de sa belle mort, et c'est tout un pan de la jeunesse. Et qu'est-ce qui l'a tué? Écoutez, d'abord, le coût très élevé des intrants, le coût très élevé de l'essence, et ensuite, je pense, une mauvaise planification qui n'a pas permis, avec des coûts très élevés, qui n'a pas permis aux grands travaux de poursuivre ces travaux-là. Si bien que la population de Touba elle-même, du Bafing, n'a pas tiré profit de ces œuvres-là. C'est pareil pour ces gars-là. Vous n'aviez qu'une seule entreprise, c'était la CIDT. Et puis après, l'Uniri pour la transformation du riz. Mais ces deux unités sont insuffisantes pour donner du travail à la jeunesse. Alors que je vous l'ai dit, l'une des préoccupations majeures des Ivoiriens aujourd'hui, c'est la question du chômage ou la question de l'emploi jeune. Quand vous avez réglé ces préoccupations-là, vous avez réglé 80% des problèmes des régions. Et puis après, on n'entrera que dans des dispositions particulières à travers les mutuelles de développement pour impulser le développement. Vous comprenez? Voilà. Il faut ajouter quelque chose. Oui, il faut rappeler aussi que dans cette région, contrairement à ce que les gens pensent, le café et le cacao, ils poussent. C'est important parce que c'est des régions qui sont un peu de type semi-montagneuse. C'est la culture très marginale dans ces régions-là. Oui, mais c'est marginal, mais c'est intéressant parce qu'en ce sens qu'il y a une progression. Il y a quelques temps, on parlait un peu de... Les gens étaient étonnés que, bon, on cultivait par exemple le café et le cacao qui étaient exportés, bon, à l'époque quand il y avait un peu la rébellion. De l'autre côté au Burkina, les gens étaient étonnés. Mais en fait, c'est une réalité. Il y a véritablement des producteurs de café et de cacao dans la région. Parce qu'il y a des endroits où véritablement il y a des forêts, où la pluviométrie est assez élevée. Donc c'est pour vous dire qu'il faut une gestion et une organisation au départ. Parce qu'il y a un potentiel agricole. Il y a un potentiel agricole qui est indéniable. Et il faut véritablement, comme Claude l'a dit, une organisation. Certes, la volonté politique seule ne suffit pas, mais il faut une organisation et une gestion pour véritablement faire décoller cette région-là. Il faut le dire, est l'un des greniers, en tout cas, de la Côte d'Ivoire. Je voudrais préciser quelque chose. Au-delà de la dimension agricole qui est réelle, il y a un climat exceptionnel dans ce district-là du Yoruba. Un climat exceptionnel. Je suis un peu de Mans, je sais ce que c'est. Vous n'avez rien à envier au climat du sud de la France quand vous êtes à Biancouma. Premier point. Deuxième point, c'est les ressources minières. Regardez, vous quittez Fumbeso, vous allez vers Bakendeso, mais il y a une découverte d'un gisement minier exceptionnel à Bakendeso. Et dans le même temps, vous avez Biancouma et Touba, mais qui n'en tirent pas profit parce que nous n'avons pas encore commencé l'exploitation de ce gisement minier-là. Alors, tout est question de gestion des ressources. Alors, tout est question... Les ressources agricoles, les ressources minières, tout est question de gestion et de mise à profit du potentiel. Avant cela, tout est question d'impulser le développement. Et ces visites-là, comme celles que le président de la République effectue, constituent c'est le turbo qui va donc impulser le développement. Quand on vous dit que le chemin de fer partira de l'ouest montagneux jusqu'à San Pedro, pour transporter quoi? Pour transporter toutes ces valeurs minières que nous avons, mais qui vont donc profiter à ces différentes régions-là. On va revenir à vous. Vous êtes voisin à la région du Yoruba. Je comprends votre enthousiasme. Non, voisin à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. On va se rendre dans le Yoruba avec Mamadou Kwasi qui a tendu son micro aux populations pour recueillir les attentes. Dans quelques heures, le chef de l'État, Alassane Ouattara, fleura le sol du district du Yoruba dans le cadre de sa visite d'État. Une visite jeu familiale au vu des liens entre les peuples de cette partie de la Côte d'Ivoire et le président de la République. À Touba, première étape de cette visite, tout est fin prêt. Quelques derniers réglages de finition. Les populations mobilisées annoncent un moment de fête. Les projets du président, c'est pour la population, mais particulièrement pour les filles et les femmes et les jeunes. Parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Alors nous demandons à tous les jeunes du Bafing de se donner, d'être en tout cas avec une cohésion, accueillir le président. Et c'est le développement qui vient. Le président vient chez nous, on est content, tout va changer. Là, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Là, ils vont travailler maintenant parce que le président va passer ici. Ça me fait beaucoup plaisir
que le président vienne chez moi à Touba ici. Bon, on est contente, on remercie beaucoup le président parce qu'il a arrangé beaucoup. Touba est devenu joli. Personne ne veut rater cet événement historique. Des gadgets à l'effigie du coup présidentiel sont arrachés comme des petits pains. Il a commencé ça depuis il n'est pas au pouvoir. Depuis il n'est pas au pouvoir, mais on a parcouru les régions. Presque toute la Côte d'Ivoire avec lui. Et toujours on est dedans. Je vends des casquettes, je vends des t-shirts, un peu de tout. Tous les gadgets, même il y a des macarons qu'on fait. Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, à 100 francs, mais les gens préfèrent les polos. Mais ça marche. Nous-mêmes, souvent, même tout ce qu'on confectionne, ça n'arrive pas. Un tour dans les ateliers de couture. Responsables et apprentis sont à pied d'œuvre pour respecter les rendez-vous. Donc plus tard demain, si près à Dieu, ça va aller. Vous n'avez pas donné de faux rendez-vous aux femmes? Non, moi je n'aime pas faux rendez-vous. Si c'est qui ne peut pas finir, je vais te dire que ça ne peut pas finir. Je dis la vérité quoi. C'est dans la matinée de ce mercredi 22 juillet que le président de la République Alassane Ouattara et son épouse arriveront dans la région du Bafing pour un meeting à Waninou et un autre à Koro. Le meeting de clôture pour cette région est prévu pour le jeudi 23 juillet à Touba. Le chef de l'État et son épouse mettront ensuite le cap sur les régions du Ouorodougou et du Béré, toujours dans le district de Woroba, pour le Conseil des ministres et pour d'autres meetings. Merci à Mamadou Kouassi. Alors, vous avez entendu les populations, vous avez entendu leurs attentes, problème d'emploi. Heureusement d'ailleurs, dans la région, en train d'être lancé un programme dénommé Agir pour les jeunes par le tout nouveau ministre de la Jeunesse qui va apporter des réponses, qui va essayer d'apporter des réponses à cette problématique-là. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Agir pour l'emploi. La question de l'emploi jeune est une question essentielle en Côte d'Ivoire. Parce que, je l'ai dit plus d'une fois, ne confondons pas les questions de le chômeur, de chômage, de sans-emploi, la question des retraités. Il faut apporter une réponse très précise à la préoccupation des jeunes et en lançant de telles initiatives, en créant un guichet unique, en permettant à ces jeunes, et je souhaite qu'on aille un peu plus loin, je propose qu'il soit mis à la disposition de la jeunesse ivoirienne un revenu minimum de dignité que j'appelle le RMD, qui sera calqué un peu sur ce qui se fait en France avec le RMI, le revenu minimum d'insertion, qui permettra à cette jeunesse-là de s'acheter un petit déodorant, de s'acheter un ticket de transport pour aller à la recherche du travail. Mais cette recherche du travail doit se faire à travers un guichet unique qui sera un peu calqué sur l'exemple français du Pôle emploi. Oui, parce que la diversification des structures ne facilite pas la recherche d'emploi. Or, et vous allez remarquer que la plupart des ministères sont remplis de demandes d'emploi parce qu'on connaît tel cousin, on connaît telle cousine, on connaît tel neveu, tel oncle. Ce n'est pas ça la solution. La solution sera de centraliser toutes les recherches d'emploi et toutes les offres d'emploi, comme le président Oufouette l'avait fait dans le temps en créant l'OMOSI. Mais élever cela, diversifier cela au niveau du tertiaire, au niveau des banques, pour que tous ces jeunes-là trouvent un espace bien précis où aller déposer leur CV, déposer leur demande d'embauche, déposer leur lettre de motivation à la recherche d'un emploi. Quand on réussira à mettre sur pied ce guichet unique, ça c'est sur un plan purement conjoncturel, il faudra atteindre la deuxième dimension qui est la dimension structurelle. Faire en sorte que nos universités, nos écoles privées supérieures aient obligatoirement des centres d'incubation. Ces centres d'incubation-là vont être calqués sur ce que les Américains font en permettant aux jeunes Ivoiriens de se prendre en charge et de commencer déjà la création d'une entreprise à partir de l'école dans laquelle il est. Oui, si bien qu'en sortant... Parce que j'apporte de l'eau à votre moulin, parce que ce qui a été constaté dans les structures en charge de la question de l'emploi, c'est que les jeunes ne savent pas monter des projets. Non, on les forme. Ils viennent avec des diplômes d'ingénieurs, voilà, des diplômes de haut niveau, mais qui ne savent pas monter des projets. Il faut inverser la tendance, il faut inverser la pyramide. Faire en sorte qu'à partir de la dernière année de formation des jeunes, ces jeunes-là entrent dans un centre d'incubation pour qu'en sortant, ils soient lui-même promoteurs d'une entreprise et qu'ils n'aillent pas à la recherche d'emploi, mais qu'ils aillent plutôt à la recherche de clients. Vous comprenez? De sorte que 80% de nos jeunes soient créateurs d'emplois et que 20% seulement soient déversés à la fonction publique. Quand on aura inversé la pyramide, on aura réussi beaucoup de choses. Mais c'est un début déjà que nous sommes en train de faire. Qu'on puisse passer du fonctionnariat vraiment à l'entrepreneuriat. Et cela est une obligation des grandes écoles qui bénéficient des subventions de l'État. Elles doivent donc créer des centres d'incubation pour permettre à la question du chômage, à la question du jeune sans emploi d'être réglée définitivement en Côte d'Ivoire. D'accord. Allez-y, Jean-Claude. Oui, je partage parfaitement en tout cas l'avis de Claude, en tout cas l'exposé qu'il vient de faire.
il y a déjà la volonté politique avec la création en tout cas du ministère délégué en charge véritablement de l'emploi. Vous savez que ce sont 10% de la population ivoirienne dont il s'agit. Donc il est important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement éluder la question. Si on veut véritablement avoir une Côte d'Ivoire stable et paisible pour les prochaines années, il est clair qu'il faut travailler sérieusement sur cette question. Comme il a dit, notre système doit véritablement s'adapter aux réalités du terrain. Aujourd'hui, on forme des diplômés, on forme des personnes qui véritablement, donc on ne prépare pas à affronter, si vous voulez, à affronter, comme on appelle ça, le marché du travail. Et ce sont des personnes qui sont sorties, par exemple, des universités, des grandes écoles, qui sont un peu perdues. Parce que pour eux, dans leur esprit, dès que je finis ma formation, en principe, je dois véritablement travailler quelque part. Mais si tu finis ta formation et que tu n'as même pas un minimum d'acquis, un minimum d'expérience, il est difficile véritablement de t'insérer. Comme il a dit, il faut des centres d'incubation. Et ça, c'est clair, il faut des centres d'incubation. C'est à partir de ce moment-là qu'on fait l'apprentissage de pouvoir véritablement affronter. C'est là qu'on forme, si vous voulez, excusez-moi du terme, des guerriers pour affronter, parce que c'est un combat. C'est une guerre, c'est-à-dire le marché de l'emploi, c'est quelque chose qui ne vient pas à nous, mais on y va en la conquérant. Donc, c'est important. C'est important de le faire. Et je pense qu'avec ce ministère-là... Quand on a déjà les rudiments, quand on a la technique, on n'a plus besoin d'être un guerrier, il faut juste avoir... Non, en fait, le rudiment, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le background. Vous avez le background, mais qui est différent véritablement de ce qu'on appelle ça, l'esprit de conquête. Si je peux m'exprimer ainsi. Si vous allez véritablement sur le marché, si vous n'êtes pas compétitif, un marché c'est la compétition. Si vous n'êtes pas compétitif, il est clair que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Je pense que nos universités se sont mises au goût du jour avec le système LMD qui implique dans la formation les chefs d'entreprise qui définissent les différents profils qu'ils veulent, etc. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire parce que tel que le système LMD tel qu'il est pratiqué en ce moment dans nos différentes universités publiques, je pense que ce n'est pas trop adapté pour le moment. Vous lui reprochez quoi? En fait, on a voulu calquer vraiment sur un système qui a réussi ailleurs, ça il faut le dire, qui est indéniable, qui a connu des succès, mais on n'a pas véritablement les hommes. Et on n'a pas aussi... Les hommes, c'est qui? Vous parlez des enseignants? Oui, il y a le problème des enseignants et il y a aussi ce qu'on appelle, si vous voulez, on n'a pas le matériel, on n'a pas les infrastructures, si vous voulez, pour pouvoir le faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Vous savez que dans nos universités actuellement, il y a des problèmes d'équipement, il y a des problèmes véritablement de ressources humaines. Donc il est important véritablement, si on veut gagner ce combat-là, comme on le dit, il faut véritablement perfectionner, il faut véritablement remédier à tout cela. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une inadéquation entre véritablement la formation. Oui, mais justement, c'est sur la base de ce constat-là, c'est sur la base du constat de l'inadéquation formation-emploi qu'on a recouru au LMD, qui se fait partout. Et l'avantage, comme je le disais, c'est que les chefs d'entreprise sont impliqués dans la formation, ils définissent les différents profils qu'ils veulent et ils suivent les étudiants. Et voilà. Non, il faut perfectionner. C'est-à-dire ce système a besoin... Allez-y. Je reviendrai à vous. Voilà. Allez-y. Non, moi je pense qu'au-delà des systèmes que nous sommes en train de mettre sur place, il s'agira pour nous de nous donner une vision très claire de ce que nous voulons de la Côte d'Ivoire dans 15-20 ans. Premier point, nous sommes arrivés déjà, et on l'a dit sur ce plateau plus d'une fois, à créer un ministère en charge de façon spécifique de la question de l'emploi jeune. Grande victoire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de permettre, à travers ce ministère-là, d'insérer dans chacune des communes de Côte d'Ivoire une structure, une succursale qui va donc recenser les demandes d'emploi et les offres d'emploi. C'est un bureau. Comme ça se fait, comme nous avons des bureaux de poste, comme nous avons des bureaux du trésor public. Une structure, un bureau dans chacune des communes qui va donc recenser les offres d'emploi et les propositions d'emploi. Deuxième point. Le troisième point, nous devons arriver à permettre au président de la République de prendre la question de l'emploi jeune comme une pandémie et de pouvoir la porter au niveau mondial. Bon, je pense que le président de la République peut même faire une intervention à la tribune d'une assemblée générale de l'ONU pour demander qu'un fonds mondial soit mis à la disposition des États africains
pour l'éradication, non, pour la lutte contre la question de l'emploi jeune. Nous pouvons prendre cette initiative-là. Et qu'un fonds mondial soit mis, parce que les difficultés que nous vivons, la question de la sécurité intérieure des États face à la montée djihadiste, c'est des jeunes qui sont pris. Le désœuvrement de ces jeunes-là entraîne inévitablement leur récupération dans certaines structures qui sont nocives pour nos États africains. Donc nous pouvons présenter la question de l'emploi jeune comme une pandémie pour l'Afrique, et puis aller à l'Assemblée générale des Nations Unies et demander qu'un fonds mondial... C'est une pandémie mondiale, elle n'est pas qu'africaine. Alors, moi, j'ai eu la chance d'assister aux assemblées annuelles de l'ONU et je vous assure que c'est la directrice générale du FMI qui a posé le problème de la question de l'emploi. C'est un problème qui préoccupe le monde entier et qui concerne le monde entier. D'accord, dans ces conditions, créons un fonds mondial pour l'emploi jeune et permettre aux États africains, moi je parle de ceux que je soutiens le plus, permettre aux États africains d'avoir un petit fonds qui les permettra de créer des structures. Regardez, tout à l'heure nous parlions d'incubateurs. Mais ces petits garçons qui ont créé Google, ils sont partis de quoi? Facebook. 2 petits amis qui se retrouvent dans une chambre d'université, qui n'arrivent pas à travailler, qui vont donc occuper le garage du copain à une des sœurs, et puis progressivement, aujourd'hui, voici ce que nous avons. Si nous n'arrivons pas à créer des incubateurs, et si nous n'arrivons pas à faire comme les Américains le font, en créant carrément une Silicon Valley, en créant une nouvelle race d'entrepreneurs, et en créant une nouvelle race d'hommes d'affaires, de vrais hommes d'affaires, nous aurons des difficultés. Vous allez au Nigeria, très facilement, vous avez un homme d'affaires qui tout à l'heure prendra son avion parce qu'il part à Rome. Nous devons arriver, son avion à lui, un jet privé, nous devons arriver à créer cette classe d'hommes d'affaires, sans oublier que les bénéfices doivent être redistribués à la plus grande masse, de sorte à ce que nous soyons justes et équitables dans la manière de conduire les États que nous avons. Allez-y, Jean-Claude. Oui, ça fait rêver lorsque Claude Saïe en parle. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit, il faut changer les mentalités véritablement de la jeunesse. Depuis longtemps, on a toujours fait croire à cette jeunesse qu'une fois que tu as le diplôme en poche, tout est pratiquement... Après la maîtrise à l'université... C'est fini. Mais il faut rappeler aux gens que les époques ont changé. Et après, on a trouvé des raccourcis, le BTS Bac voilà. plus 2. Donc, les époques ont changé. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter véritablement au marché de l'emploi. S'adapter au marché de l'emploi, c'est-à-dire que lorsque l'emploi ne vient pas vers toi, il faut aller vers l'emploi. Toi-même, tu es potentiellement créateur d'emploi. Et pour cela, il faut donner les rudiments à cette jeunesse. Oui, mais il faut donner ces rudiments. C'est très important. Des modules dans les différents curricula de formation. Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on parle des centres d'incubation. Bon, on peut parler même, si vous voulez, on peut par exemple adapter les stages qu'on donne véritablement à cette jeunesse-là dans les différentes entreprises. Si on s'est rendu compte que ces stages-là ne sont plus appropriés, ne sont plus adaptés, ce qu'il faut faire, j'ai dit, il faut changer les mentalités. Et changer les mentalités, c'est donner les rudiments de l'entrepreneuriat à cette jeunesse. C'est tout. Je suis tellement d'accord, Sylvie. Je suis tellement d'accord avec Jean-Claude que le changement de mentalité doit commencer par des faits simples. Nous devons sortir des « j'ai l'honneur de solliciter auprès de vos hautes bienveillances l'obtention d'un emploi ». Non. Le changement de mentalité doit commencer déjà par la lettre de motivation que le garçon rédige. Je viens par cette note proposer mes services dans le cadre de... Vous comprenez? À partir du moment où vous dites que vous proposez vos services dans le cadre de l'amélioration des résultats de votre entreprise, le chef d'entreprise, quand il prend cette lettre de motivation, il se dit, mon Dieu, elle est totalement différente de celui qui vient par le j'ai l'honneur de... Le changement de mentalité doit venir de là aussi. Des jeunes engagés, déterminés, parce que se faisant confiance par rapport aux compétences qu'ils ont, cela aussi est important. Se former et être compétitif, parce que la Côte d'Ivoire de demain est la Côte d'Ivoire de l'excellence, est la Côte d'Ivoire des meilleurs. Pour l'instant, nous sommes dans la Côte d'Ivoire des bons. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons dans la Côte d'Ivoire des meilleurs. Et les canards boiteux n'auront pas leur place. Seule la valeur, seule la compétence auront droit de citer. Et donc les jeunes doivent déjà se mettre dans cette dynamique-là, avec une mentalité de gagneur, de fonceur, et se dire qu'il faut qu'ils soient les meilleurs dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme cela que l'humanité retient votre passage. En tout cas, la question de l'emploi a été recentrée avec la création du guichet unique, et je crois qu'il y a